Que reste-t-il à faire quand on est devenu un dieu? Prenez un instant pour imaginer ça. Une civilisation qui aurait absolument tout réussi. Une espèce qui aurait tellement évolué qu'elle aurait percé tous les secrets de sa galaxie et de son propre esprit. À nos yeux d'humains, ils auraient tout l'air de Dieu. Mais que reste-t-il à faire quand on a atteint le stade de développement ultime? Quand le seul véritable obstacle qu'il vous reste, ce n'est plus la technologie, mais les lois mêmes de la réalité. Il reste une solution à la fois vertigineuse et profondément terrifiante. Attendre. Attendre des milliards d'années pour s'exiler dans le futur. On a souvent l'image d'un univers froid et vide. Mais c'est faux. Aujourd'hui, l'univers est une vraie fournaise. Un gigantesque four à micro-ondes chauffé par les restes du Big Bang. Et ça, c'est un problème. Pas pour nous, mais pour la technologie. Parce que s'il y a bien une chose que l'univers déteste, ce sont les ordinateurs. Gérer cette chaleur, c'est facile pour le PC qui est posé sur votre bureau. Mais ça devient un obstacle insurmontable pour un ordinateur de la taille d'une étoile, voire d'un système solaire entier. Même la civilisation la plus avancée du cosmos se retrouverait impuissante. Elle ne pourrait que regarder ces machines titanesques fondre sous leur propre puissance. L'univers est simplement trop chaud pour eux. Alors que fait-on quand on est prisonnier d'un univers en canicule cosmique qui nous empêche de nous développer encore plus? Eh bien, on attend, on hiberne, ou plutôt on estive, pendant des centaines de milliards d'années, en attendant que le froid, le vrai, s'installe enfin. Depuis toujours, on regarde le ciel en se demandant pourquoi il est si silencieux, ce qu'on a appelé le paradoxe de Fermi. On y cherche des vaisseaux ou des empires galactiques bruyants. Mais si la réponse à notre solitude cosmique était d'une simplicité déconcertante? Et s'ils ne se cachaient pas? Et s'ils n'étaient pas morts? Et s'ils étaient simplement en train de dormir? Aujourd'hui, je vous emmène faire un voyage très, très loin dans le futur. Un voyage à la découverte d'une théorie fascinante, l'hypothèse de l'estivation cosmique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous parler d'un truc personnel. Que ce soit pour le boulot, pour le sport ou même dans la vie de tous les jours, j'ai toujours été un gros consommateur de café. Et je pense que vous connaissez aussi cette sensation. Un gros pic d'énergie après la tasse, suivi d'un gros crash qui vous coupe toute motivation. C'est pour ça que je suis très content de collaborer avec Oli sur cette vidéo. Oli, c'est une marque européenne de soft drink en poudre. L'idée est simple, proposer une alternative au soda classique, sans sucre ajouté et avec beaucoup moins de déchets, puisqu'on oublie les canettes à usage unique. J'ai eu la chance de pouvoir tester plusieurs de leurs gammes ces dernières semaines. D'abord la gamme Energy, qui contient de la New Caf, une caféine qui se diffuse beaucoup plus lentement pour éviter ce fameux pic et le crash d'énergie qui suit. Pour mes fins de séance d'escalade, je tourne au Oli Hydratation, et pour le quotidien, même si j'ai jamais été un gros consommateur de soda, faut avouer que leur gamme Ice Tea passe vraiment très bien. Bon après, pour être parfaitement transparent, j'ai détesté la gamme Milkshake. Mais bon, le lait c'est pas mon truc de toute manière. Autre gros point fort pour moi, un sachet de Oli contient 0 sucre et fait en moyenne 20 calories, soit l'équivalent de 2 amandes ou d'un quart de pomme. Une canette de soda classique, ça peut facilement taper les 300 calories et les 7 à 8 carrés de sucre. Pour moi qui suis en diète, c'est littéralement un cheat code. Et pour votre portefeuille aussi, parce qu'une portion, ça revient à 80 centimes. Après, petite précision quand même, ça reste un soft drink, donc ça ne remplace clairement pas l'eau. Et pour la gamme énergie, c'est un shaker maximum par jour. Si vous voulez tester et vous faire votre propre avis, le mieux ça reste de démarrer par leur starter set. Passez par mon lien en description ou en commentaire épinglé et rentrez le code SOL pour avoir 10% de réduction sur votre première commande. Passer par mon lien, c'est aussi le meilleur moyen de soutenir la chaîne et de me permettre de consacrer plus de temps aux prochaines vidéos. Merci à vous et merci à Oli pour leur confiance. Et sur ce, on retourne à la vidéo. Mais alors, où sont ces civilisations de dieux galactiques? Et surtout, pourquoi on ne les voit pas? Depuis les années 60, on cherche des signaux de vie extraterrestre. Et on ne trouve rien. Une civilisation extrêmement avancée, qui aurait colonisé des systèmes, voire des galaxies entières, devrait avoir laissé des traces visibles. Ce qu'on cherche, c'est les signaux de leur technologie. Les mégastructures gigantesques dont ils auraient besoin pour faire fonctionner leur société. Des technologies comme des sphères ou des essaims de Dyson. Ces structures, aussi grandes que des étoiles, voire plus, laisseraient des signes clairement visibles. On devrait voir la luminosité des astres qui les abritent fluctuer. Et c'est exactement ce qu'on a cru voir en 2015 avec l'étoile de Tabi. Sa lumière variait tellement qu'une partie de la communauté scientifique a sérieusement envisagé avoir enfin trouvé une sphère de Dyson. Le monde a retenu son souffle, jusqu'à ce qu'on comprenne qu'il ne s'agisse probablement que d'un gigantesque nuage de poussière cosmique. Mais cette fausse alerte prouve une chose. On cherche activement ces structures. Pour le moment, sans succès.
On pourrait donc se dire que la théorie tombe déjà à l'eau. Pas de signe de vie, donc pas de vie. En réalité, on cherche peut-être la mauvaise chose au mauvais moment. Une sphère de Dyson pourrait produire une quantité démentielle d'énergie. Mais avoir entre les mains toute la puissance d'une étoile n'est pas le vrai défi. Une civilisation aussi avancée, une civilisation de type 3, disposerait de la puissance de galaxies entières. À ce stade, elle pourrait exploiter des millions de sphères de Dyson. Des millions de batteries stellaires alimentant la seule chose qui compte à ce stade de l'évolution, des super ordinateurs capables de simuler des univers entiers. Non, le vrai problème, c'est la chaleur. Moissonner une étoile est une chose. Le faire sans que la quasi-totalité de son énergie ne soit engloutie par le refroidissement de la machine en est une autre. Sans ça, ces structures finiraient tout simplement par fondre sous leur propre puissance. Car plus l'environnement autour d'un ordinateur est froid, plus il est efficace. Pensez à l'enfer que c'est de faire tourner votre propre tour en pleine canicule. Car oui, pour ce genre de mégastructure, l'univers est en canicule permanente depuis 13,8 milliards d'années. Le rayonnement résiduel du Big Bang, qui donne aujourd'hui au cosmos sa température glaciale d'environ moins 270 degrés, est un véritable enfer pour l'informatique. Alors je vous l'accorde, on pourrait se dire que c'est un problème presque trivial, qu'une civilisation aussi avancée ne pourrait pas être bloquée simplement par une histoire de température, qu'elle aurait les moyens de créer un ordinateur qui ne chauffe pas, à moins que la chaleur ne soit en réalité une loi physique de l'informatique, au même titre que la gravité l'est pour la matière. Et c'est bien ce que dit la physique. Chaque manipulation informatique crée irréversiblement de la chaleur. Imaginez qu'au cœur de votre PC se cache un démon. Un démon qui gère chaque opération pour que votre machine fonctionne. Mais un ordinateur effectue des millions de calculs par seconde. Donc pour ne pas être submergé, notre démon note chaque opération sur une ardoise, puis l'efface immédiatement pour libérer de la place. S'il doit calculer 2 plus 2, il écrit l'opération, note le résultat 4, puis passe un coup de chiffon sur l'ardoise. Et c'est ici que la physique intervient. Selon le principe de Landauer, cette étape est critique. Effacer une opération, au même titre que de la générer, dégage inévitablement de la chaleur. En résumé, plus une machine calcule, plus elle est performante. Mais chaque nouveau calcul la rapproche de la surchauffe. C'est un cercle vicieux. La puissance même de ces super ordinateurs devient leur propre limite. Ce problème ne semble pas être un banal casse-tête d'ingénieur, surmontable par simplement plus de technologie. Même si ces civilisations avancées utilisaient des ordinateurs quantiques parfaits qui ne chauffent pas, en théorie, la nature finit toujours par corrompre les données avec le temps. Et réparer des erreurs exige de toute façon d'effacer de l'information, et donc de créer de la chaleur. C'est bien une barrière physique qui s'apparenterait à essayer de faire disparaître la gravité. Mais cette loi a une faille, car elle dépend d'une variable qui change tout, le temps. Au moment du Big Bang, l'univers était extrêmement chaud. Il contenait toute l'énergie et toute la matière dans un point minuscule de densité infinie. Mais cet événement marque aussi le début de son expansion. Et depuis, plus la matière et l'énergie s'éparpillent, plus l'univers se refroidit. Un ordinateur souffre moins aujourd'hui qu'il y a 1 milliard d'années, et souffrira infiniment moins que dans 10. L'expansion de l'univers va en faveur de la technologie. Sa lente agonie thermique est une bénédiction pour les civilisations avancées. Car plus l'univers se meurt, plus l'énergie aura de la valeur. Chaque joule d'énergie coûtera moins à produire, et chaque calcul informatique exigera infiniment moins d'énergie. Ces civilisations auront compris qu'utiliser cette puissance aujourd'hui, c'est gaspiller tout le potentiel de ce qu'elle aurait pu rapporter demain. Alors par simple logique, il n'y a plus qu'une seule solution rationnelle. Attendre. Attendre le début de la mort thermique de l'univers pour illuminer le cosmos d'une myriade de mégastructures incandescentes, fonctionnant à 100% de leur capacité. La raison pour laquelle le ciel nous semble sombre et vide n'est peut-être pas plus compliquée que ça. Nous cherchons des ampoules allumées dans une pièce où tout le monde a éteint la lumière, attendant que le prix de l'électricité baisse dans des milliards d'années. L'univers dans lequel nous vivons existe depuis presque 14 milliards d'années. Une éternité pour nous, mais une goutte d'eau pour une civilisation qui aurait prévu d'attendre son ère la plus glaciale. Car pour atteindre ce paradis thermique, il ne suffit pas de patienter quelques millions, ni même quelques milliards d'années. Le moment où l'univers deviendra un véritable paradis pour les machines n'arrivera que dans 270 milliards d'années. Pour nous, un millier d'années s'apparente déjà à un fossé qu'on a du mal à se représenter.
Alors imaginez un calendrier. Le Big Bang se produit le 1er janvier à minuit. Dans 270 milliards d'années, nous serons le 31 décembre. Aujourd'hui, à 13,8 milliards d'années du Big Bang, nous sommes seulement le 18 janvier, aux alentours de 14 heures. Voici la durée colossale que devra attendre un estivateur pour rentabiliser au mieux son énergie. Une attente de plusieurs éons cosmiques, chacun infiniment plus long que l'âge actuel de notre univers. Mais comment la vie pourrait-elle traverser ces dizaines de milliards d'années ? Car les êtres vivants résistent très mal au passage du temps. Ils s'épuisent à se maintenir en vie, prisonniers d'un corps qui se désagrège. Du point de vue de la nature, les individus ne sont que des vaisseaux éphémères, conçus pour transmettre leurs gènes de génération en génération. Et si la science peut repousser les limites de la chair, peut-elle empêcher l'érosion d'un esprit face à une attente aussi longue ? Même pour des êtres physiquement immortels, le temps reste un poison. Un poison qui n'attaque pas les cellules, mais la volonté de continuer à exister. Peut-on vraiment rester soi-même quand on a vécu 1 milliard d'années ? Pour que l'estivation cosmique soit possible, cette civilisation devra abandonner son enveloppe biologique et éteindre sa propre perception du temps. Mais honnêtement, pour une espèce capable de planifier un voyage de 270 milliards d'années dans le futur, s'affranchir de la biologie, ce n'est probablement qu'une simple formalité. 2 voies s'offrent donc à eux pour vaincre la mort. Fusionner avec la machine, ou réécrire totalement sa propre biologie. Mais peu importe le chemin choisi, le prix à payer reste le même. Pour traverser ces milliards d'années, la vie doit s'évader de son corps biologique. Pour eux, s'endormir pendant des milliards d'années devrait ressembler à une sieste. Un simple battement de paupières pendant lequel des centaines de milliards d'années viennent de s'écouler. Mais alors, à quoi pourrait ressembler ce genre de civilisation ? Les Nécrontyres sont l'une des plus anciennes races de la galaxie. Leur corps de chair étant trop faible, ils ont transféré leurs esprits dans des enveloppes de métal. Après une guerre d'échelle galactique qu'ils gagnent de peu, ils décident d'hiberner dans de gigantesques mondes nécropoles, attendant que leurs ennemis s'affaiblissent et que la galaxie se repeuple. Les Nécrons illustrent parfaitement ces prérequis. Dépassement de la biologie, coordination à l'échelle galactique et protocole de sécurité absolu. Car hiberner pendant des milliards d'années expose forcément à un risque majeur, celui d'un réveil prématuré. Pour se protéger, des automates de défense veillent sur leur sommeil, transformant chaque monde tombeau en une forteresse impénétrable. Mais là où la réalité s'éloigne de la fiction, c'est sur le motif. Les Nécrons estivent par pure stratégie militaire. Mais dans un univers qui n'est pas en guerre perpétuelle comme celui de Warhammer, à quoi bon toute cette énergie ? Pourquoi une civilisation qui serait capable de transcender sa propre chair ne s'enfermerait-elle pas dans une simulation parfaite dès aujourd'hui ? S'ils ont la possibilité de modifier leur nature, leur perception du temps et de survivre sur des durées qui vrillent le cerveau, que leur resterait-il à faire ? Eh bien, simplement car ils auraient des ambitions similaires à leur nature, des ambitions d'une échelle cosmique. Alors je vous l'accorde, imaginer des extraterrestres obsédés par la puissance de calcul peut sembler tristement humain. Mais il faut comprendre que pour des entités qui ont transcendé la biologie, la pensée elle-même pourrait devenir mathématique. Le piège, c'est de limiter le mot « calcul » à nos simples ordinateurs. À une échelle cosmique, le calcul n'est plus qu'un outil. C'est le tissu même de la réalité. L'information est la seule vraie monnaie de l'univers. Plus vous pouvez traiter d'informations, plus vous pouvez exister intensément. Que ces civilisations veulent ressentir le bonheur absolu, explorer la 11e dimension, ou générer des milliards de simulations de notre univers, tout cela nécessite de modifier de la matière. Et en physique, modifier de la matière, c'est traiter de l'information. Attendre que l'univers refroidisse pour maximiser ce rendement, ce n'est pas un choix d'ingénieur, c'est le choix ultime pour maximiser la vie, tout simplement. En somme, attendre, c'est la garantie d'avoir plus, des trilliards de fois plus dans ce cas-là. Mais l'enjeu ne s'arrête pas là. Car stocker de l'énergie pour l'utiliser au meilleur rendement serait aussi un des seuls moyens de lutter contre la menace ultime. Un péril qui pèse sur chaque atome, chaque étoile, chaque forme de vie dans l'univers. Un péril qui n'est réel que pour une civilisation aux capacités si vertigineuses que lutter contre la fin des temps devient envisageable. L'expansion de l'univers s'accélère. Bientôt, les distances entre les galaxies seront si vastes que la lumière elle-même ne pourra plus les franchir. Vous ne vivrez plus dans un univers infini, mais dans un univers île aux ressources désespérément limitées. Pendant que les autres civilisations mourront de froid et de faim, vous, qui aurez su attendre, régnerez en maître sur les dernières braises d'un univers mourant.
La mort thermique du cosmos est inévitable, et toutes ses ressources seront perdues un jour. Pourtant, étendre son existence jusqu'au dernier souffle de l'univers semble être l'ultime ambition pour une espèce de dieu galactique, un objectif à la mesure de leur démesure. Une civilisation d'estivateurs ne vivrait plus dans le monde physique pour y survivre, elle consommerait le monde physique pour générer sa propre réalité et devenir le dernier témoin de la fin des temps. Mais bien que séduisante sur le papier, l'estivation est un pari risqué. Comment être sûr que votre porte reste bien verrouillée ? Comment savoir que l'univers n'attaquera pas vos systèmes pendant que vous dormez ? Et surtout, comment lutter contre les lois de la nature qui, sur le long terme, finissent toujours par gagner ? Ça y est, vous êtes au seuil du grand voyage. Après des millions d'années de préparation, vous vous apprêtez à survoler les milliards d'années à venir. Vous faites le grand saut et vous glissez à travers le temps. Vous fermez les yeux, perdu dans une obscurité totale. Vous avez l'impression de dériver pendant une seconde et en même temps pendant une éternité. Lorsque vous les rouvrez, rien ne semble avoir changé. Pourtant, vous venez de voyager 270 milliards d'années dans le futur. Ce qui n'a été qu'un clignement d'œil pour vous a été une éternité pour le reste du cosmos. Des étoiles sont nées, ont vécu et sont mortes. L'univers a sans doute vu l'ascension et la chute de milliers d'autres formes de vie. Mais aujourd'hui, il est vieux. Et c'est ce qui vous frappe en premier quand vous levez les yeux au ciel après votre réveil. La voûte céleste, autrefois saturée d'étoiles, n'est plus qu'un vide immense, glacial et sur le point de s'éteindre. Vous voilà seul, confiné à votre univers-île. Le reste de la création est à jamais hors de portée, avalé derrière un horizon en fuite perpétuelle. Vous saviez que ce monde était condamné. Pourtant, le souvenir de ce qu'a été un jour le cosmos persiste, et une sourde mélancolie vous envahit devant le spectacle de cette immensité qui s'efface. Mais vous n'avez plus le temps de philosopher. Autour de vous, les titanesques machines s'allument, prêtes à ronronner de toute leur puissance, enfin débridées. L'hiver cosmique est tombé. Vous êtes enfin prêts à soumettre les restes de l'univers. Enfin, si tout s'est passé comme prévu. Car si pour vous, le temps s'est arrêté pendant 270 milliards d'années, l'horloge cosmique, elle, n'a jamais cessé de tourner. Comment ce genre de civilisation aurait pu se protéger contre les attaques incessantes du cosmos, de la lente pourriture de leur monde, et des autres espèces qui auraient pu venir toquer à leur porte ? Car sur de telles durées, les occasions que les choses ne se passent pas comme prévu sont innombrables. Et on se doute que de telles civilisations n'auraient pas remis leur destin entre les seules mains du hasard. Si un vaisseau éclaireur d'une jeune espèce découvrait une planète d'estivateurs, des systèmes de défense simples, comme des sondes autonomes, suffiraient à écarter la menace. Mais que pourrait-il faire dans le cas où c'est une armada complète qui viendrait les attaquer ? Protéger des structures aussi vastes est une chose, le faire sans provoquer un conflit dévastateur qui consumerait vos réserves en est une autre. Et surtout, sans interrompre votre sommeil. La solution est pourtant beaucoup plus simple qu'on ne le pense. Il suffit de dissuader vos assaillants d'attaquer. Rendez l'invasion si défavorable pour eux que même une victoire totale serait synonyme d'une défaite. Imaginez un coffre-fort contenant 100 millions d'euros situé en plein milieu du désert du Sahara. En tant que braqueur, organiser l'expédition vous coûterait une fortune en carburant, en matériel et en hommes. En face, le propriétaire du coffre n'a pas besoin d'une armée. Il a juste installé un mécanisme simple. Si quelqu'un force la porte, des capsules d'acide s'ouvrent et dissolvent intégralement l'argent. C'est exactement ce que devrait faire une civilisation d'estivateurs. Utiliser la rentabilité économique comme bouclier absolu. Menacez de vous autodétruire, vous et vos ressources, sur commande, à la moindre hostilité. Si l'ennemi attaque, il perd ses ressources dans une guerre sans aucun butin à la clé. S'il se replie, il ne perd rien. Le meilleur système de défense contre ce genre d'attaque serait une simple politique de la Terre brûlée, à l'échelle cosmique. Mais n'est-ce pas un raisonnement trop humain appliqué à ces formes de vie ? Des espèces qui seraient si différentes de nous qu'elles pourraient ne répondre à aucun principe de rationalité tel qu'on l'imagine ? La dissuasion spatiale ne fonctionne que si l'univers est peuplé de comptables rationnels. Des comptables qui évalueraient chaque action en fonction de leur rentabilité. Mais même s'il est rationnel pour tous les êtres intelligents de faire quelque chose, ça ne garantit pas que tous les êtres intelligents soient rationnels. Si vous avez joué à Halo, vous connaissez l'Alliance Covenant,
Un rassemblement titanesque de plusieurs espèces extraterrestres qui ont déclaré une guerre sainte à l'humanité. Eux se moquent des ressources, de l'entropie et du rendement énergétique. Ils utiliseraient volontiers toutes leurs ressources pour vitrifier une planète, si ce coût démesuré restait justifié dans leur dogme. Parfois, certains veulent simplement voir le monde brûler, car voir le monde brûler est une fin en soi. Alors comment se protéger d'un envahisseur dont on ne pourrait même pas prévoir le comportement? Il faut l'empêcher de vous atteindre. Vous rendre indétectable et inatteignable en laissant l'univers creuser des douves physiques pour vous, en transformant son expansion en système de défense. Même avec toute la puissance imaginable, aucune armée, aucune espèce hostile ne pourra lutter contre les distances titanesques en perpétuelle dilatation qui se creuseront entre elles et vous. Mais il y a une autre bataille que ces civilisations d'estivateurs devront gagner. Une bataille contre la physique quantique. Dans l'infiniment petit, la matière n'est qu'une probabilité. Sur des échelles de temps aussi colossales, chaque particule, chaque atome qui compose votre disque dur a une infime chance de traverser la réalité et de se téléporter hors de son circuit. Sur 270 milliards d'années et au-delà, l'improbable devient mathématiquement inéluctable. Votre ordinateur s'évaporera littéralement sous les effets de la physique quantique. Si cet effet tunnel donne une infime chance à chaque bit, qui est également soumis aux lois quantiques, de se corrompre, alors les composants nanométriques actuels, ou même l'informatique quantique en général, deviendront obsolètes. Et pour limiter la corruption informatique par la physique quantique, il n'y a qu'une seule solution. Construire plus gros. Beaucoup plus gros. Chaque bit, qui aujourd'hui est de l'ordre du nanomètre, devrait atteindre une taille d'un bloc de matière de 13 cm pour éviter d'être corrompu. Mais pour une civilisation qui a prévu de dormir 270 milliards d'années, construire un data center de la taille d'une planète ne devrait pas vraiment poser de problème. Sauf qu'au-delà des particules, c'est la matière elle-même qui, sur le très long terme, adopte des comportements bizarres. Car à l'échelle des temps cosmiques, c'est la distinction entre solide et liquide qui devient floue. Même les atomes des matériaux les plus solides ne resteront pas immobiles. Posez un cube d'or sur un cube de plomb et attendez des centaines de milliards d'années, et les atomes des deux métaux finiront par se mélanger, par simple migration, tel du sirop dans un verre d'eau. Une civilisation d'estivateurs devra prévoir que ces disques durs s'affaisseront littéralement sous leur propre poids et que leurs atomes dériveront. Ils devront malgré tout payer une taxe énergétique pour réparer ou copier en permanence leurs machines et les empêcher de pourrir au fil du temps. Car oui, c'est bien lui, leur plus grand ennemi. Quand on cherche à défier le temps, il faut s'attendre à ce qu'il se retourne contre vous. Que ce soit ses effets sur votre corps, vos structures, vos mondes, ou même l'univers entier. Car lorsque l'énergie sombre aura transformé chaque super-amas en île isolée, l'horizon de chaque forme de vie se limitera aux quelques galaxies de son amas, perdues au milieu d'un océan de vide infini. Et que vous soyez une forme de vie condamnée à n'avoir jamais vu au-delà de sa galaxie, ou une civilisation qui vient de se réveiller d'un sommeil de 270 milliards d'années, vous ne pouvez pas lutter contre ça. Vous resterez confiné, jusqu'à l'extinction, à ces quelques galaxies qui auront survécu avec vous au début de la fin du cosmos. Car à la fin, le temps gagne toujours. Alors pour éviter de mourir de famine, il faut sécuriser ses ressources avant qu'il ne soit trop tard. Il faut faire un stock de matière. Sauvez le plus de masse possible dans votre future île avant que l'univers ne vous interdise à jamais de l'atteindre. Mais serait-il, au moins en théorie, physiquement possible de ramener le plus de matière chez vous avant que toutes les autres galaxies ne soient perdues? Aussi surprenant que ce soit, la réponse est oui. Ces civilisations pourraient capturer certaines galaxies avant qu'elles ne s'enfuient pour les remorquer vers leur futur bastion. En sacrifiant une partie de la masse d'une galaxie pour la propulser à une vitesse proche de celle de la lumière, il devient théoriquement possible de la déplacer à travers le cosmos. Une telle entreprise dégagerait tellement d'énergie qu'elle illuminerait l'univers entier. Et de plus, un remorquage galactique n'aurait de sens que si chaque atome peut être transformé en énergie. Car balayons une idée reçue, ces êtres ne constitueraient pas ce stock pour sauver des étoiles et bâtir de pauvres sphères de Dyson archaïques à leur réveil. De tels dieux cosmiques verraient l'univers à travers le prisme de l'équation E égale mc². Ce qu'ils moissonnent, c'est de la masse brute. Les étoiles mortes, les nuages de gaz, la matière noire, tout pourrait être transformé en carburant. Un carburant qu'ils transformeraient en énergie à l'aide de machines encore plus radicales. Des sphères de Dyson bâties non plus autour d'étoiles, mais autour de trous noirs en rotation. Imaginez une sphère de miroir enveloppant ces astres morts, capturant et amplifiant sans fin l'énergie de leur disque d'accrétion.
Un équilibre précaire, car si cette énergie est mal gérée, elle se transforme en une véritable bombe stellaire capable de raser des systèmes entiers. Mais si elle est maîtrisée, elle devient la source d'extraction d'énergie la plus efficace de l'univers. À ce stade, votre univers île ne ressemblerait à plus rien de connu. C'est une centrale électrique absolue, peuplée de milliers de trous noirs transformant la masse en courant de données, alimentant d'immenses superordinateurs, optimisant la moindre particule d'énergie dans l'obscurité finale de l'univers. Cette vision d'un futur où chaque atome du cosmos finira avalé par une machine pour faire du calcul est, sur le papier, mathématiquement parfaite. Cependant, elle souffre d'un biais. Elle repose sur notre propre vision humaine du progrès. Nous projetons peut-être notre obsession de la productivité, de la croissance et du calcul sur des puissances qui nous dépassent. Et si le but d'une intelligence suprême n'était pas de devenir un ordinateur parfait tapi dans des ténèbres glaciales? Quoi qu'il en soit, si la théorie de l'estivation est réelle, elle pourrait changer radicalement notre place dans l'univers. L'humanité s'obstine à chercher des signes de vie extraterrestre, à essayer à tout prix de briser le grand silence cosmique pour enfin comprendre notre place. Nous nous efforçons de porter tout le poids de ce qui semble être, à notre connaissance, la seule étincelle de vie dans un cosmos au moins quasiment infini. Mais est-ce que nous ne cherchons pas simplement la mauvaise chose? On cherche des vaisseaux, des empires galactiques bruyants et des mégastructures colossales qui embraseraient le ciel. On cherche ce que notre vision nous pousserait à faire si nous étions à leur place. Notre fantasme d'un développement technologique toujours plus rapide, toujours plus grand, nous condamne peut-être à passer à côté de la vraie sagesse de ces autres formes de vie. Peut-être que l'univers est silencieux parce que les distances sont infranchissables, parce que la vie est rare, voire inexistante, ou parce qu'elle n'a aucune envie de répondre. Mais il se peut aussi que faire du bruit maintenant soit simplement une erreur de débutant. On se demande pourquoi le cosmos ressemble à un immense cimetière froid et vide. Mais si la théorie de l'estivation est vraie, ce n'est peut-être pas un cimetière que nous regardons. C'est un dortoir. Et nous sommes simplement une espèce encore assez jeune pour être toujours réveillée.